De vous à nous vous est présenté par Créoline, la mode en couleur créole. Salut à tous, c'est de vous à nous, heureuse d'être à cette place pour vous servir. Et je reçois donc aujourd'hui un homme qui est né au Congo-Brazzaville. Il est guitariste et percussionniste. Chris Dachir a construit son parcours musical entre rythme, conscience et spiritualité. Sa musique, portée par la guitare et le tambour, est profondément ancrée dans le corps et l'âme. Membre de la Fédération des peuples noirs du monde, appartenant à l'Église orthodoxe éthiopienne et de confession de la foi Rastafari, il voit la musique comme un outil de transmission, d'éveil et de lien entre les peuples. Dans l'émission De vous à nous, il prend la parole pour partager son histoire, sa foi et sa vision d'une musique, on va dire, porteuse de sens. Salut Chris. Salut Canel. Comment tu vas? Eh ben, je pense que je suis bien. Alors, quand tu dis « je pense que je suis bien », je n'arrive pas à comprendre. Explique-nous ça. Tu sais pourquoi je dis ça? Parce que il y a un ami à ma mère qui disait dès lors qu'on comprend nous bien et puis on passe à ça on dit. Alors, c'est pour ça que je dis ça. Mais enfin, ça va. Oui, on va dire que dans l'esprit, Ouais. quand tout va bien, Yes. le Yes. reste suit, Yes. même si on est malade ou voilà. Mais c'est l'esprit qui nous mène. Moi, ça va. Tant mieux. Ok. Chris, être né au Congo-Brazzaville, est-ce que cette naissance a eu une influence sur ton identité, et ta sensibilité musicale? Alors, je pense que oui, mais inconsciemment. Inconsciemment, pourquoi? Parce que mon cordon ombilical est intégré là au Congo, mais j'ai pas suffisamment vécu au Congo pour pouvoir m'imprégner de la culture du Congo. Parce que comme mon père était militaire, les militaires, ils font 2 ans partout. Et donc, je suis parti du Congo, j'ai laissé le Congo à l'âge de 6 mois. Donc, à l'âge de 6 mois, tu n'es pas encore conscient. Enfin, tu reçois des choses. Hein. Quand tu es enfant, tu reçois des choses. Mais ça se manifeste dans ton subconscient. Donc, c'est pour ça que je dis que je pense que oui. Ouais. Alors, si je comprends bien, le père, il était donc militaire. Est-ce que tu as cette rigueur du père militaire? Oui, je pense que j'ai hérité de cette rigueur. Hein, Pourquoi je dis ça? C'est vrai, hein, ce sont des métiers, alors policiers, on va dire militaires. Ce sont des métiers où les gens sont un petit peu rigides de par le fait qu'ils sont obligés d'appliquer une certaine loi. Absolument. Ils ne sont pas méchants pour autant. Pour autant, ça, je peux en témoigner. Tu peux en témoigner, j'en ai des frissons. Ils ne sont pas méchants pour autant, mais ils sont obligés d'avoir une certaine rigueur. Ah oui, mais... Et est-ce que tu as hérité de cette rigueur? Alors, j'ai hérité de cette rigueur dans certains domaines, parce qu'il y a d'autres domaines où je m'adapte. Moi, je suis du genre à m'adapter parce que, bon, si je travaille avec quelqu'un pour la première fois, je suis rigoureux. Et si je me rends compte que la personne n'est pas rigoureux, comme on dit, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. À ce moment-là, je relâche. D'accord, bien, ok. Es-tu déjà retourné au Congo depuis ta naissance? Et si oui, qu'as-tu ressenti? Malheureusement, non. Oh, bon, c'est parce que tu rêves. Ah oui, je pense. J'ai ce souhait-là. J'espère que ça se fera. D'accord. J'espère que ça se fera. Ah, moi, je te le souhaite au moins pour cette année. Hein. Ben, on verra bien. Hein. Alors, est-ce que c'est un manque d'argent ou il y a bien de la famille là-bas? Non, pas du tout? Non, pas du tout, parce que mes parents sont martiniquais. Hein. J'ai pas de D'accord. famille au Congo. Mes parents sont martiniquais. Je suis juste né là. Bon, j'ai mon acte de naissance. Si j'arrive au Congo, je vais présenter mon acte de naissance, quoi. D'accord, voilà. ok. Voilà. Ok. Mais jamais. Non, jusqu'à Les autres maintenant. pays d'Afrique, peut-être? J'ai eu l'occasion d'aller au Bénin en 2007. C'était la première fois que j'allais sur le continent, à part ma naissance, quoi. Oui. Et bon, être déjà sur le continent, ça me faisait déjà très plaisir d'être déjà sur le continent, même si j'étais pas au Congo, mais déjà être sur le continent. Oui, justement, que représente l'Afrique pour toi aujourd'hui, au-delà du lieu de naissance? Alors, vu déjà ma conception en tant que Rastafari, l'Afrique, c'est la terre-mère. C'est le berceau. Bon, c'est reconnu en dehors des Rastafari, c'est reconnu par tout le monde que c'est le berceau de l'humanité. Sauf les stupides. Oui, comme tu dis. Mais d'autant plus que nous, Rastafari, on revendique beaucoup l'Afrique. Et encore, on revendique surtout l'Éthiopie. En fait, toute l'Afrique, mais surtout l'Éthiopie par rapport à l'empereur Haïlé Sélassié Ier que nous avons reconnu. Donc, c'était pour moi une grande joie de retourner, d'être sur le continent, quoi, tu vois. Et quand je suis revenu chez moi, je suis même revenu avec un peu de terre, symboliquement. Je sais que c'est interdit par la loi. Mais je suis passé. Comment la musique est-elle entrée dans ta vie pour la première fois?
Bon, alors, pour la première fois, je vais dire que, en fait, je pense que c'était inné, parce que mon père a toujours eu envie de faire de la musique, mais il n'a pas eu l'occasion. Par contre, ma mère, avant de se marier, elle était organiste et choriste dans l'église de sa commune. Donc, C'est quelle commune? la commune du Marais. D'accord, bien. Voilà, donc elle était choriste et organiste. Et quand elle s'est mariée, elle a laissé tomber. Donc, c'est quelque chose qu'en fait, j'ai hérité inconsciemment. Et ma mère me disait toujours que quand j'étais petit, j'avais toujours le rythme, je tapais toujours sur des trucs, tout ça. Donc, avant de jouer de la musique même, avant de pratiquer un instrument. Hein. Et quand j'étais à l'école, des fois, tu sais, avant, on avait des cahiers, je pense que ça existe toujours, avec des tirs au sort, tu sais. Et avec avec le stylo, je joue au chacha, pas au chacha, on appelle ça siak, tu vois. Siak, ouais. Siak avec, tu vois. Et après, mais heureusement, je travaillais bien à l'école. Je travaillais bien. J'allais te demander, est-ce que tu étais discipliné? Parce que faire du bruit avec le ressort... Bon, l'avantage que j'avais, c'est que je travaillais bien. D'accord. Donc, ça compensait. Bon, et alors, le paradoxe, c'est que mon père, comme je travaillais bien, pour me faire plaisir, il m'a offert une guitare. Parce que lui, il avait toujours envie de jouer de la guitare, et comme il n'a joué pas. Et quand il m'a offert la guitare, j'ai commencé à ne plus travailler bien à l'école. Bon. Voilà. Et depuis, bon, je pense que c'était mon instrument de prédilection, quoi. Mais pourquoi avoir choisi la guitare? Bien, le père, il t'a offert la guitare, mais le tambour. Pourquoi avoir choisi le tambour comme moyen d'expression? Alors, le tambour, je t'avoue que c'est quelque chose qui m'a parlé. Je me suis senti attiré par le tambour. Et je jouais déjà de la guitare, mais je ne jouais pas encore du tambour. Bon, je tapais sous les tables, tout ça, bon, bien sûr, mais je ne jouais pas. Mon instrument, c'était la guitare. Et je jouais un peu d'harmonica, un peu de flûte, et après la guitare. Ah, quand même, hein. Oui, et après, c'était la guitare. Donc, plus que je joue de la guitare, je n'ai joué aucun autre instrument à part le tambour. Mais le tambour, c'est quelque chose qui m'a appelé. Je ne peux pas expliquer. Tu sais, il y a des choses qui ne peuvent pas s'expliquer. C'est quelque chose qui m'a parlé. Je me suis toujours senti attiré par le tambour, et surtout par le tambour belais. Déjà, quand je voyais les anciens jouer au tambour belais, ça m'impressionnait parce que tu as l'impression qu'il y a plusieurs tambours qui jouent, alors que c'est un seul tambourier qui joue. Et en plus, ils sont assis sous le tambour, donc ça te donne l'impression de quelqu'un qui voyage sur quelque chose. C'est l'impression que j'avais, je te donne mon impression. Donc je me suis dit, ah non, il faut que je joue cet instrument-là. Et puis voilà, et puis j'ai été, voilà. Le tambour a-t-il une dimension sacrée ou spirituelle? Ah, ben tu l'as dit. Pour moi, je vois le tambour comme un instrument sacré et qui te permet de pratiquer avec plus d'intensité ta spiritualité. Ça amplifie, si tu veux. Pour moi, le tambour, c'est le lien entre le visible et l'invisible. Et c'est ce que les anciens disent aussi. Et d'ailleurs, en Afrique, il n'y a rien sans tambour. Tout se fait avec tambour. Bon, le tambour, c'est un instrument de percussion, mais particulier. Parce que quand tu vas dans les conservatoires, tu as des instruments de percussion, mais tu n'as pas de tambour. Peut-être que maintenant, ça commence à rentrer. Ah, ça serait bien. Ce serait bien. Je ne sais pas, comme moi, je n'ai jamais fait de conservatoire, je suis autodidacte jusqu'à ce jour. Oui. Mais je sais que le tambour a toujours été un instrument à part. D'ailleurs, je pense que c'est le premier instrument que l'homme a joué sur Terre. À part sa propre voix, le premier instrument, c'est toi-même, à mon avis. Alors, quand tu joues, on sent que le corps est très engagé, je t'ai déjà vu. Hein. Est-ce une façon de prier, de méditer ou simplement de communiquer? Alors, je dirais que c'est une manière de... C'est les trois, en fait. Hein. Mais c'est surtout communiquer. Puisque quand tu es sous le tambour, tu n'as pas le temps de prier, mais en quelque part, personnellement, quand je m'assois sur un tambour, j'ai toujours une petite pensée spirituelle. Et après, tu n'as plus le temps de penser puisque tu joues, tu vois. Tu as ton propre tambour. Oui, ah oui. Personne n'a le droit de s'asseoir dessus. Bon, oui, je permets quand même. Avant, c'était comme ça. Hein. Avant, les vieux, là, tu viens avec ton tambour, tu joues pas sur ton tambour. Mais maintenant, les choses changent un peu, quoi, tu vois. D'accord. Bon, c'est vrai que... Pourquoi, selon toi, ils ne le permettaient pas qu'on s'assoie et qu'on joue sur leur tambour? Bon, parce qu'ils avaient déjà cette notion de spiritualité, de communication, et chacun a sa vibration et tout ça, tu vois. Donc, ils ne permettaient pas. Et puis, c'est un milieu qui est assez mystique aussi. En quoi il est mystique? Et mystique dans le sens que il y avait anciennement, moins maintenant, mais anciennement, il y avait des pratiques magico-religieuses, surtout dans le damier. Dans le Belay, moins, mais surtout dans le damier. Donc, il y avait des choses qu'ils se méfiaient beaucoup de... Il y avait une méfiance, quoi. Un peu de paranoïa, quand même. Oui, en quelque part, un petit peu. Mais maintenant, heureusement, ça existe presque plus. Dis-tu. C'est pour ça que quand je m'assois sur mon tambour, j'ai toujours une pensée, une petite prière pour réinstaller le lien, quoi, tu vois. Ouais. Ça, c'est personnel. C'est personnel. Ouais. Alors, tu m'as parlé du Belay, mais qu'en penses-tu du Gros-Cas? Eh ben, le Gros-Cas, c'est pareil, à part que c'est Guadeloupe et Martinique. Mais pour moi, c'est pareil.
Et puis nous c'est le belay. Et, Oui, on est d'accord, mais les rythmes ne sont pas les mêmes. non, les rythmes ne sont pas les mêmes. Mais il y a quand même toujours un lien. Le lien, en fait, c'est l'Afrique qui est le lien. Parce que nous, on est afro-martiniquais et eux, ils sont afro-guadeloupéens. Il y a les afro-haïtiens, les afro-saint-luciens. Donc, c'est le côté saint-lucien martiniquais qui fait la petite différence. Mais il y a un tronc, je pense, qui est pareil parce que tu retrouves les mêmes choses. Tu retrouves quelque chose que tu peux adapter le belay dans le goka peut s'adapter dans le belay. Bon, tu vois, un peu parce que le lien peut permettre ça. On peut arriver à faire un lionnage quelque part. Ah, c'est très important, cette histoire de lionnage. Si on était tous liés, qu'est-ce qu'on serait fort? C'est ma façon de voir les choses. Ton appartenance à la foi Rastafari fait partie de ton identité. Comment cette foi est-elle entrée dans ta vie? Ou pas né comme ça? Ah non, non, pas du tout. Bon, après, on dit que tu es comme ça depuis le ventre de ta mère, c'est ce qui est dit dans la spiritualité. Mais c'est tout grand. Bon, de la même manière que le tambour m'a appelé, de la même manière que le mouvement Rastafari, je me suis senti... T'avais quel âge? Alors, mon Dieu, j'avais 30 ans à peu près. Oh, il y en a... Ouais, c'est pas mal. Près, Hein, ouais. J'ai senti que c'est un mouvement qui m'a interpellé. Donc, après, j'écoutais les Marley, puis Teutoche, tous les frères. Tu remarqueras bien que tu en es venu tout de suite à la musique, oui, avant de me parler de la spiritualité de cette foi. Alors, la musique, mais encore... Mais c'est comme ça que ça m'a... C'est par la musique, en fait, c'est par la musique. J'ai bien compris. Voilà, donc quand on écoutait Marley, même si je ne comprenais pas trop l'anglais, mais je sentais quelque chose qui t'attirait, quoi, qui me parlait. Je me sentais concerné. La musique était faite d'une manière que ça te pénètre l'âme. Et je sens que ça me parlait. Je vais prendre un exemple. Ma mère me disait, quand elle entend Bob Marley, elle n'était pas pour le mouvement Rastafari, parce qu'il y a beaucoup de confusion, tout ça. Elle me disait, mais pas pour les autres là, hein, mais elle aime qu'attendre Bob Marley. De la vision qu'elle me fait, hein. Elle ne comprenait pas l'anglais. Quand j'entends la musique de Bob Marley, j'ai l'impression de voir un peuple qui se déplace. C'est la vision que ma mère avait. Et pourtant, elle n'était pas, parce qu'il y a beaucoup de confusion, mais dis-moi pas pour les autres là, mais lorsque j'écoute Bob Marley, j'ai l'impression de voir un peuple qui est en train de se déplacer. Donc tu vois, la musique parle. Ouais, voilà, donc la musique m'a parlé. Et après, j'ai été chercher à comprendre qu'est-ce qui m'a appelé, qu'est-ce qui m'appelle là. Je sens que ça m'appelle, donc il faut que je comprenne. Et Dieu merci, j'ai eu la chance de tomber sur un grand frère, paix à son âme, il s'appelle Ras Doulaïch. Et son nom de baptême à l'église orthodoxe éthiopienne, c'est Biran Selassie, exactement comme Bob Marley, qui veut dire lumière de la Trinité. Et j'ai eu la chance parce que ce frère-là, c'était un enseignant à la base. Bon, il a été appelé par la foi Rastafari, mais il était enseignant. Donc, il avait le savoir-faire pour le faire savoir. Donc, je suis bien tombé. Il m'a bien éduqué, il m'a bien enseigné. Voilà, c'est ça, Rastafari. Donc, j'ai eu cette chance-là. Et quand j'ai découvert, je me suis dit, ah, c'est ça. Donc, c'est ça qui m'a appelé là. Et depuis, j'ai fait mon propre chemin et je n'ai jamais changé de route, quoi, jusqu'à aujourd'hui. D'accord. Aujourd'hui, tu as différentes couleurs sur toi. Tu as donc le rouge, vert, le rouge, jaune, vert, pardon, en parlant des Rastas. Oui. Mais tu as également un t-shirt qui déploie ce que nous sommes, donc le vert, le rouge et le noir. Ouais. Tu en penses quoi? Alors, déjà, c'est le t-shirt, c'est qui le fait? Alors, ce t-shirt-là, tu connais Dadipline? Oui, bien sûr. C'est lui qui les représente ici. C'est pas lui qui les fait, mais c'est lui qui les vend. Et alors déjà, ces trois couleurs-là, comme par hasard, entre guillemets, c'est les trois couleurs du panafricanisme. Donc, c'est les couleurs de la Martinique aussi. Mais c'est les trois couleurs du panafricanisme. Et en tant que Rastafari, Rastafari est panafricain. Donc, tu vois, c'est une coïncidence qui me convient tout à fait. Mais qu'est-ce que ça signifie pour toi être de confession Rastafari au quotidien? Bon, alors déjà, quand on parle de Rastafari, on parle d'un homme. On parle d'un homme, c'est l'empereur d'Éthiopie, qui s'appelle Tafari, son nom personnel. Et Ras, c'est un titre. Hein, c'est un titre éthiopien, le plus haut titre militaire éthiopien. Ça veut dire que quand tu es Ras, tu es chef des armées. Donc, il a reçu ce titre. Mais son nom, c'est Tafari. Et Haïlé Sélassié, c'est son nom de baptême au sein de l'église orthodoxe éthiopienne, qu'il a reçu tout petit, bébé. Et quand il a été couronné, selon la constitution éthiopienne, quand tu es couronné empereur, tu dois confesser la foi orthodoxe éthiopienne et tu dois régner avec ton nom de baptême. Donc tu laisses tomber ton nom personnel pour prendre ton nom de baptême. Donc c'est ce qu'il a fait. Il s'appelait Tafari, il a reçu le titre de Ras. Donc c'est Ras le titre, son nom Tafari.
Et quand il a été couronné en 1930, il a appliqué la Constitution, il a utilisé son nom Haïlé Sélassié. Haïlé Sélassié Ier, pourquoi? Parce que c'est comme le principe des rois, comme ça a été le premier à porter ce nom-là, donc en tant que roi, donc c'est pour ça qu'on dit Haïlé Sélassié Ier, comme on dirait François Ier ou Henri IV, tu vois. Donc voilà. Et en tant que Rasta... Tu m'as cité d'autres rois. Oui, comme Ménélique Ier, Ménélique II, quoi, pour rester dans le contexte éthiopien. Oui, ouais, d'accord. Voilà. Et donc je disais que en tant que Rastafari, on a tenu compte de Marcus Garvey, qui a annoncé, on peut dire prophétisé, la venue de l'empereur. Il disait que dans 2 ans ou 3 ans avant, je crois, il disait qu'il y a un empereur qui sera couronné en Éthiopie et que ce sera le Rédempteur, et regarder vers l'Éthiopie. Donc, on a porté attention à ça. Et on a comparé les prophéties. Parce que tout ce qu'on dit de l'empereur Haïlé Sélassié Ier, lui ne l'a jamais dit, il faut savoir ça. Il n'a jamais dit ça. C'est nous, c'est-à-dire que c'est comme si je remarque des qualités en toi, mais toi, tu ne te vantes pas, tu vas jamais dire « ouais, c'est moi ». Mais moi, je remarque tes qualités. Donc je dis « ouais, Canel, c'est ça ». Donc c'est ce qu'on a fait. On a remarqué que l'empereur correspondait à des prophéties de différents prophètes, des prophéties du Christ et Jésus Christos, Jésus-Christ même. Donc on s'est dit, ah tiens, c'est lui qui a accompli ça. De Jésus-Christ. Oui, oui, Jésus-Christ, parce que c'est un chrétien, hein, c'est l'Église orthodoxe éthiopienne. Entre parenthèses, l'Église orthodoxe éthiopienne, c'est la seule église qui a préservé la doctrine des premiers chrétiens jusqu'à ce jour. Ça fait 2000 ans qu'ils pratiquent cette doctrine jusqu'à aujourd'hui. Donc ça a à voir avec Jésus-Christ. Parce que nous, on a vu à travers l'empereur la manifestation du caractère royal du Christ. Le Christ avait annoncé ça. Et à travers ses actions, on a reconnu ça. Mais comme je te dis, lui, il n'a jamais dit ça. Il était humble. Voilà, donc il n'a jamais dit ça. Mais nous, par rapport à tout ce qu'il a fait, on s'est dit, ah ouais, ça ne peut être autre que lui. Donc c'est pour ça qu'on a reconnu ce caractère-là à travers lui. D'accord. Voilà. Mais au quotidien, comment tu vis la chose en Martinique? Bon, alors, je suis assez personnel, hein, parce que tu sais, il y a tellement de... La foi, elle doit être personnelle. Oui, ah oui, la foi, elle nous est propre. Voilà, elle est propre, elle est unique. Même chaque rasta, on peut avoir, on croit en Haïlé Sélassié, mais chacun a sa dimension de foi. Ça, on ne peut pas... Quelle que soit la personne. Quelle que soit la personne, tu vois. Celui-là peut-être peut avoir une foi plus intense, l'autre un peu moins, mais même si on est dans la même foi, hein, tu vois. Donc moi, je suis assez personnel. Parce que déjà, en tant que musicien artiste, tu es déjà assez spécial, tu vois. Et il faut reconnaître qu'il y a beaucoup de confusion dans le monde entier. Et d'ailleurs, c'était une prophétie qui annonçait la confusion quand le Christ reviendrait aussi. Donc, dans le mouvement Rastafari même, il y a beaucoup de confusion aussi. D'accord. Voilà. Alors, faire partie de l'Église orthodoxe éthiopienne, qu'est-ce que cela t'apporte spirituellement? Alors, ce que ça m'apporte spirituellement, alors ça correspond à la prophétie du Christ qui disait que le Paraclet allait revenir, il allait vous ramener vers la vraie foi, la vraie religion. Et Haïlé Sélassié, il faut savoir que l'Église orthodoxe éthiopienne n'est jamais sortie d'Éthiopie. Elle est toujours restée en Éthiopie. Même le reste de l'Afrique n'est même pas trop au courant de l'Église orthodoxe éthiopienne. La chrétienté a été emmenée en Afrique par les missionnaires, les Romains, mais pas en Éthiopie. En Éthiopie, ça fait 2000 ans qu'ils sont déjà chrétiens, tu vois. Donc, l'empereur a amené une réforme, parce que l'Église ne sortait pas d'Éthiopie, c'est à toi de venir. Donc il a amené une réforme, il a permis à l'Église de sortir d'Éthiopie et aller vers la Caraïbe. La première Église orthodoxe éthiopienne en dehors d'Éthiopie, c'est à Trinidad, en 1952. Et que c'est l'empereur qui a posé les premières pierres. Et il a fait ça pour nous, parce qu'il sait que nous sommes des déportés en captivité, donc parce que l'Église détient toutes les archives, en fait. Étant donné que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée, donc les archives de l'Éthiopie sont pures. Les colons n'ont jamais... Je vois parfaitement ce que tu veux dire. Voilà. Donc, il a envoyé l'Église pour nous dans la Caraïbe. Donc, c'est ce que ça représente pour moi. C'est important pour moi. D'accord. Mais comment cette spiritualité influence-t-elle ta musique et ta façon de créer? Alors Parce que entre la guitare, oui. Je sais que tu as joué avec différents musiciens, des gens qui ne sont pas de la même confession que toi. Tout à fait. Mais il y a quand même Sahel, il y a le tambour bélé dont tu parlais. Oui. Comment ça interagit dans ta musique? Bon, alors, c'est une question d'inspiration, tu vois. Bon, étant donné que, tu sais, 2 personnes peuvent faire la même chose, mais peut-être ne conçoivent pas la chose de la même manière. Donc, automatiquement, ce sera perçu d'une autre manière. Quelqu'un peut jouer au tambour, mais pas avec un esprit de spiritualité. Il peut jouer au tambour dans un esprit folklorique, même s'il joue bien. Donc à ce moment-là, c'est la subtilité qui fait la différence.
La personne qui a la spiritualité, il y aura une subtilité, tu vas sentir des choses différentes que l'autre qui n'a pas de spiritualité. Mais tu sais, s'il y a pas, je sais pas s'il y a des mots pour expliquer ça, bon, c'est subtil, c'est quelque chose qui se ressent quelque part, tu vois. C'est un ressenti. Ouais, c'est le ressenti, voilà, exactement. C'est un ressenti. C'est un ressenti. Alors, est-ce que toi, tu considères la musique comme un ministère, une mission ou un service? Parce qu'effectivement, tu viens de m'expliquer les choses. Tu me dis qu'il y a des gens qui jouent sans spiritualité, mais c'est des bons musiciens. Oui, oui. Hein? Il y en a qui jouent avec la spiritualité, mais la personne qui danse ou même qui écoute le ressent encore différemment. Ouais, mais toi, pour toi, c'est quoi? C'est un ministère, une mission ou un service? Alors, c'est les deux. C'est une mission pour moi. Bon, en dehors de la spiritualité, c'est un service. Bon, avec la spiritualité, ça devient une mission. Une mission, d'accord. Voilà, ça devient une mission. Alors, tu es membre de la Fédération des peuples noirs du monde. Que représente cet engagement pour toi? Alors, encore une fois, c'est le fait d'être disciple de l'empereur. Et comme c'est lui qui a créé cette organisation. Alors, il faut que tu me parles de cette fédération parce qu'on ne sait pas du tout ce que c'est. Oui, c'est vrai. Elle est très peu connue ou bien mal connue aussi. Alors, c'est une fédération, elle s'appelle The Ethiopian World Federation Incorporated. C'est une organisation qui a été créée par l'empereur Haïlé Sélassié Ier, justement, pour fédérer les peuples noirs du monde. Ce n'est pas pour fédérer les Rastas, mais pour fédérer les peuples noirs. Non, alors là, c'est la première question que je vais poser. Est-ce que tu sens, et j'ai les pieds qui se lèvent, et j'ai la tête qui me gratte, est-ce que tu sens que nous sommes liés réellement? Alors, j'entends par là, est-ce que tu sens que les peuples noirs se donnent réellement la main? Si oui, pourquoi? Et sinon, pourquoi? Bon, ça met du temps. Ça met du temps parce que tu sais... Donc, ça veut dire non? Oui, on est dans un chemin, on est dans le cheminement en fait. On n'est pas encore arrivé au bout du chemin, mais on est sur le chemin. Parce que tu sais, 400 ans de captivité, ça ne s'efface pas comme ça. 400 ans d'aliénation, ça ne s'efface pas comme ça, même pas en 40 ans, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est sous la démarche, mais il y a encore beaucoup d'aliénation. Il y en a qui sont plus avancés, bien sûr. Et l'aliénation, c'est l'aliénation en fait qui freine le mouvement quelque part. Parce que des fois, à une époque... Ça n'a rien à voir avec le manque d'amour. Non, ça n'a rien à voir avec le manque d'amour. C'est l'aliénation. L'aliénation fait que, en fait, tu sais, on nous a formaté à ne pas aimer tout ce qui est Afrique. Donc l'amour. Oui, parce que l'Afrique, c'est l'amour. Très bien. Non, mais, il y a ça, il y a... mais je me dis, parce que ne serait-ce que déjà s'aimer soi permet d'aimer l'autre. Et je pense que c'est mon avis, hein, pardonnez-moi, j'ai un invité, mais quand on s'aime, ça nous donne d'aimer l'autre. Et quand on ne s'aime pas du tout, on ne peut pas aimer l'autre. Quand on est jaloux, même de sa personne, il y a des gens qui sont jaloux d'eux-mêmes. Ils vont être jaloux de l'autre. Avant d'aimer l'autre, il faut t'aimer toi-même, c'est clair. Mais c'est un truc tellement... Ça paraît stupide, mais c'est d'une véracité. Et moi, j'aime bien le terme « la Fédération des peuples noirs du monde ». Je t'ai demandé ce que ça représente pour toi et tu m'as dit que c'est un lionnage entre tous les peuples noirs. Voilà, exact. Et je vois qu'on ne cesse de se faire la guerre. En tout cas, c'est un constat. Je suis d'accord avec toi. Ça fait mal. C'est pour ça que je t'ai répondu que les choses ne changent pas du jour au lendemain. Mais on est sur le chemin, on est sur la voie. Mais c'est vrai qu'il faut être patient. Il faut être patient et peut-être que moi, de mon vivant là, je ne serais peut-être pas vivant charnellement pour voir ça. Mais au moins, je pose les pierres quand même, tu vois. Ah bah oui, il faut poser les pierres. Voilà, exactement. Comment, selon toi, lier musique, conscience noire et transmission culturelle sans être dans le discours, mais dans le ressenti? Comment peux-tu lier donc la musique, la conscience noire et la transmission culturelle sans être dans... Bien sûr. Bon, alors, personnellement, comme je ne suis pas un artiste en avant, parce que je ne suis pas un chanteur, bon, j'ai des œuvres, hein, je produis des morceaux où je fais passer des messages. Mais je ne suis pas un chanteur en avant comme Sahel, comme Poglo et tout ça, tu vois, je suis plutôt un accompagnateur. Donc c'est un petit peu plus difficile. Oui, mais tu n'accompagnes pas n'importe qui. Tu es bien d'accord? Oui. D'accord. Oui. Tu as une conscience. Oui, absolument. Mais ceci dit, tu sais, je suis assez quand même... assez ouvert, c'est-à-dire je peux accompagner des gens qui n'ont rien à voir avec la philosophie Rastafari. Hein. Là, à ce moment-là, je me situe au niveau musical seulement. C'est-à-dire que ça va peut-être t'étonner, comme ça étonne beaucoup de personnes. J'ai joué pendant au moins 15 ans avec Bakwanwell, Robert Mavunza. Alors, ça n'a rien à voir avec ma conception. Et je disais à Robert, Robert, où ça, moi pas les baïwa, mais ces musiques-là, moi, quand je vais pour, parce que moi, mes musiques, moi, mes énergies.
Et puis il m'a étonné, il m'a dit, moi non plus, je me parle ça, mais comment on est en ça? Alors moi, grandi en ça, je vais rouler comme ça, tu vois. Donc la musique, des fois, je ferme les yeux par rapport à la musique. Si la musique est bien, je me dis, bon, je ferme les yeux. Ouais, je Sauf si comprends. c'est vraiment un truc vraiment débauche, hein, ça Oui, je vais là, pas. là, c'est Voilà. pas là, ça le ferait pas. Ça n'irait pas du tout avec la conception et de tout ce que j'ai entendu Oui, tout à fait, tout à venant fait. de toi aujourd'hui, Mhm. parce qu'aujourd'hui, on est dans une sorte de décadence, ce qui fait Ah, qu'on ne peut total. pas être lié. Je suis désolé, hein. Non, C'est, c'est je suis vrai. pas là pour critiquer les uns et les autres. Je suis pas meilleur que personne, mais j'ai quand même Conscience. la conscience et le regard sur les choses. Je suis pas plus bonne que les autres avant, mais ce qui est bien, c'est que je suis amenée à changer. Ah, mais c'est Quelle ça, joie, quel c'est ça bonheur. l'important. C'est ça, c'est très C'est ça important. l'important. Alors, on en arrive bientôt à la fin de cette émission. Oui. Moi, ce que je propose, c'est qu'on continue cette émission. Je vais passer un excellent moment avec toi. Merci. Il y aura donc une deuxième partie. Mais avant de faire la deuxième partie, est-ce que la musique peut, selon toi, contribuer à l'éveil des peuples? Ah oui, obligé. Au départ, la musique, l'art est fait pour élever la conscience des peuples. Malheureusement, elle est utilisée à l'inverse. Je pense c'est l'esprit malin qui règne, qui fait ça. Donc, parce que la musique, en fait, comme disait Aimé Césaire, c'est les armes miraculeuses, tu vois. La musique, c'est des armes miraculeuses et redoutables. Donc, parce que la musique, en quelque part, ça t'influence, tu sais. Si un musicien joue bien, s'il joue bien, il va te captiver. Alors, s'il dit de mauvaises choses, il va t'entraîner dans son mauvais choix. Sauf si tu es vraiment conscient, tu vas te dire, ouais, monsieur joue bien, mais m'en parle ça, monsieur Kadila, tu vois. Mais monsieur tout le monde va le suivre parce qu'il joue bien. La musique, c'est magique, en quelque part. Donc, c'est pour ça que la musique, elle doit contribuer à élever les peuples, normalement. Si l'artiste est conscient de ça et qu'il utilise la musique dans ce but. À bon escient. À bon escient, voilà. Parce que tout peut être utilisé à bon escient, à mauvais escient. Hein. C'est sur ces paroles que je vous propose de nous retrouver sur Fusion, la télévision. Merci à vous, merci Chris. Merci beaucoup, Canel.